à tous, bienvenue sur la chaîne NatureKite. Salut à tous les riders et rideuses métropole, mais aussi de la Suisse, Luxembourg et Belgique qui nous écoutent de plus en plus. On revient vers vous en ce début de saison parce que bon bah ça y est, il fait beau. Là, ça y est, ça démarre vraiment. On commence à avoir des conditions printanières qui déboulent et le matos qui arrive avec du coup. Ça, c'est vraiment nouveau, c'est-à-dire qu'en cette année 2025, on a vraiment le matériel qui arrive en mars-avril, alors que l'année dernière, on attendait plutôt mai-juin pour l'avoir. Donc, on reviendra dans les prochaines semaines sur des tutos spécifiques sur le matos spécifique en termes de foil, de planche et de wing et para-wing qui arrivent au fur et à mesure que ça arrive. Là, aujourd'hui, ce tuto, il a pour but de vous aider à comprendre quel type de ratio il faut utiliser dans les foils en fonction de quel poids on fait, quel plan d'eau on a, quel niveau de pratique on a et surtout quel type d'activité on fait. Para-wing, wing, kite, surfoil, bref, tout ça c'est quand même finalement un petit peu compliqué puisqu'on nous pose la question tout le temps. Et c'est vrai que la réponse, elle change un petit peu au fur et à mesure que les développements se font sur les nouveaux foils. Un foil de 12 de ratio de l'année dernière, finalement était bien différent d'un foil 2025 de 12 de ratio. Donc il nous faut adapter, nous aussi, nos réponses à ça. On va essayer de faire une réponse un peu complète donc là-dessus. Avant ça, je vous propose, si ça vous branche, de vous abonner là-haut sur la chaîne NatureKite. Ça nous aide à continuer à produire des petites vidéos à la demande comme vous le faites. Je vous rappelle que vous pouvez faire des demandes dans les commentaires de vidéos et quand c'est quelque chose de récurrent et de massif, du coup, ben, on la tourne. Donc n'hésitez pas à nous suggérer des sujets quand vraiment ça vous tient à cœur et qu'il n'y a pas de réponse à ça. Pour commencer, on va faire quelque chose de très standard sur le haut ratio et le petit ratio. Objectivement, pour qui c'est fait sur le plan technique, c'est-à-dire d'un point de vue complètement ingénieur, eux vont dire il y a un cahier des charges pour les grands ratios et les petits ratios, qu'est-ce que ça fait? Mais après ça, ça sera la partie la plus importante, c'est qu'une fois que vous avez compris ce que ça amène et ce que ça éventuellement enlève, c'est comment adapter ce qu'on vient de vous dire au choix de votre foil pour les pratiques que vous allez avoir. Et c'est là que ça devient un petit peu technique parce que ce qu'on va dire pour une marque ne va pas forcément être vrai dans une autre. Et c'est là qu'on va avoir le niveau de détail maximum. Alors, dans les grandes lignes, pour bien comprendre, les hauts ratios, d'abord c'est quelque chose d'assez récent, puisqu'avant, on était plutôt à la sortie du kite, quand la wing est apparue en 2019, sur des ratios autour de 6. Aujourd'hui, ça va jusqu'à 16, 17. Donc, beaucoup évolué. Et chaque année, on voit qu'on gagne 4 de ratio sur les ailes les plus effilées. Ce qui est énorme. Il y a des limites à ça, hein, je vous rassure, on ne va pas être à 28 d'ici 3 ans. Donc, dans les grandes lignes, les hauts ratios, en fait, ça permet d'avoir déjà du rendement. Le rendement, c'est à chaque fois que vous allez agir dessus, est-ce que ça va produire un vrai effet? Bon, par exemple, en projection, on pousse sur la jambe arrière, est-ce que ça projette plus? Il y a donc forcément plus de rendement sur les hauts ratios. Il y a forcément plus de glisse. Ça, c'est quelque chose de très important. Le fait qu'il y ait de la glisse, c'est ce que vous observez tout de suite. Ça, c'est un plaisir de glisse, mais aussi forcément, c'est de la perf à la clé. Ça a beaucoup d'efficacité pour maintenir une bonne vitesse moyenne. C'est-à-dire que quand on a pour but d'aller un peu vite et longtemps, donc ça peut être vrai sur des descentes en downwind par exemple, ou quand on fait du surf en wing et puis que notre but c'est sans mettre tout le cardio qu'on a disponible, descendre sur 300 mètres de surf jusqu'à la plage, ben oui, ça va être beaucoup moins consommateur de cardio. Moins consommateur parce qu'on va avoir ce qu'on appelle de la projection, c'est dès qu'on va pousser dans la jambe arrière, un haut ratio de 16 va peut-être avancer de 6 mètres en avant, quand un ratio de 6 vous projette à 1,50 m. Donc un ratio de 6, ça veut dire que pour aller jusqu'à la plage, on va pousser 23 fois dans la jambe arrière, alors qu'avec notre ratio de 16, qui est l'extrême inverse, on va peut-être mettre juste quelques petits rappels de coups de pumping, mais finalement, comme c'est très efficace, sans aller vraiment se ruiner physiquement, on va au bout. Ça, c'est les grands avantages. Il y a de l'inconvénient toujours, comme dans tous les domaines, quand plus on va aller vers de l'extrême, plus on va commencer à sentir des limites à ça. Donc les inconvénients des grands ratios, c'est qu'on a forcément moins de mania à basse vitesse.
Pourquoi je précise à basse vitesse? C'est parce que les hauts ratios, c'est fait pour marcher en vitesse tout le temps. Mais une fois qu'on a la bonne vitesse, on a la bonne mania. Même quand on est sur des grands ratios, on va être maniable si on a la bonne vitesse. Par contre, à basse vitesse, on ne va pas en avoir. Un petit ratio, lui, c'est le contraire. Il va être capable d'être maniable même à basse vitesse. Donc l'inconvénient du grand ratio, c'est cette mania seulement à basse vitesse. Après, l'inconvénient du très grand ratio, c'est l'inertie dans le virage. Donc, implicitement, quelque chose qui vient réduire la capacité à faire du rail to rail. Je rappelle, le rail to rail, c'est être capable d'enrouler en front et tout de suite mettre un appui back et revenir en front. Ça, c'est difficile à faire avec du haut ratio parce qu'on a de l'inertie. Une fois qu'on est en appui et qu'il veut accélérer sur le milieu de la courbe jusqu'à la fin de courbe, comme on est en phase d'accélération et que cette accélération, elle dure plus longtemps, aller contraindre cette accélération pour tout de suite aller la remettre dans le virage inverse, c'est plus compliqué. Donc le rail to rail, il va être un petit peu plus compliqué. Et moins on ira vite, plus ce sera compliqué. Après, on va avoir un décollage plus difficile. Et oui, parce que on va avoir une lame grande comme ça, mais une corde qui va faire peut-être que 10 cm. Et donc là, eh ben oui, le décollage va être plus compliqué parce que lui, il a besoin de vitesse pour lifter. Et donc, il va falloir peut-être aller pomper plus, par exemple en wing, pomper plus dans l'aile pour atteindre cette vitesse minimum et le lifter. Et c'est pour ça qu'on va dire que quand on a un haut ratio, ben, il faut quand même avoir des planches peut-être un peu tendues et un peu étroites pour que sur l'eau, on ait la glisse nécessaire facilement au décollage. Le décollage va se faire à peut-être 6 nœuds de vitesse quand un bas ratio va lever à 3,5. Donc, il faut peut-être la planche qui va avec. On va le voir après. Et il y a un dernier truc qui est important, il faut bien comprendre que les hauts ratios vont être un peu intolérants aux erreurs d'appui. Alors les erreurs d'appui, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire quand on est débutant, on a des problèmes d'assiette. C'est-à-dire on va avoir un tangage qui va être un peu olé olé. On ne va pas avoir la planche qui est à plat. Toujours on va avoir ce problème de marsouinage. Donc ça n'aime pas trop les hauts ratios. Ça va devenir un peu sensible à ça. Ça n'aime pas qu'on cabre très fort et après qu'on plonge très fort. Parce que lui, s'il n'est pas avec la bonne assiette, il va décrocher. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc le deuxième type de profil qui va sentir ça, c'est des mecs qui ont du niveau, mais qui, pour une raison ou pour une autre, par exemple dans un downwind où les bumps, ils commencent à être petits et on perd de la vitesse, on va se retrouver à pomper exagérément, au lieu de pomper avec la rame, de pomper trop fort avec les jambes. Et là, quand on commence à avoir la planche qui met des à-coups, on cabre un peu trop fort. Et là, lui, il va se mettre en vitesse de décrochage. Il va décrocher peut-être un peu plus tôt. Donc, pour la même raison, même si le mec est bon, il va commencer à devenir technique plus tôt. Voilà. Donc ça, c'était pour le haut ratio. À l'inverse, bien sûr, on comprend qu'un petit ratio, lui, il va avoir toujours forcément une capacité à décoller plus vite, puisqu'on dit qu'à 3 nœuds, 3 nœuds et demi, à un ratio de 6, ça va décoller tout seul. Donc, quelqu'un qui est très peu tonique, quelqu'un qui est débutant, voire quelqu'un qui est lourd et débutant, va avoir peut-être besoin d'un ratio un petit peu plus compact pour décoller facilement. Après, on va avoir, si ces gens-là sont débutants, ils ne sont pas capables d'aller assez vite parce qu'ils n'en ont pas l'expérience, ils n'ont pas les appuis, ils sont souvent pas très gainés et pas verrouillés au niveau des jambes pour avoir une bonne poussée et renvoyer le poids du corps dans le foil. Par essence, ils vont être plutôt en recherche d'équilibre, donc bas sur les appuis avec un gainage souvent pas génial. Qu'est-ce qui va se passer? Le foil ne voulant pas accélérer, il reste en basse vitesse. Et bien là, les petits ratios vont être un petit peu plus agréables pour eux parce que ça décroche moins tôt. La portance à basse vitesse, à surface égale, va être meilleure avec un petit ratio. Donc, ça se dessine aussi à ces gens-là. Après, on va avoir des gens qui ont un très bon niveau et qui vont préférer les petits ratios pour de la courbe serrée. Et oui, quand on veut avoir du rail to rail, être très nerveux dans les appuis, là, en fait, le ratio un peu plus petit va permettre de faire ça. Donc, ça va vouloir dire qu'en surfoil, par exemple, oui, il va falloir avoir un petit ratio si on veut être très très agressif pour vraiment travailler la vague. La limite de ça, c'est que forcément, après, quand il faut retourner en sortie de vague, pomper pour aller rechercher le pic suivant,
petit ratio, ça ne porte pas. Donc on va se meurtrir le cardio, alors qu'avec un ratio plus grand, on serait retourné à la vague plus facilement. Donc vous voyez qu'on est déjà dans des choix de fond. Après, on a quand même malheureusement souvent plus d'inconvénients maintenant dans le petit ratio que dans que ce qu'on a comme avantage. Parce que ce qu'on va immédiatement avoir comme inconvénient, c'est la traînée. On va avoir de la traînée parce que on a de la corde. On a une aile qui est large. Elle n'est pas très effilée, pas très longue, mais elle est large. Et donc là, et souvent, ça va souvent de pair pour une question de rigidité, on va avoir aussi une aile qui est un peu épaisse. Donc pour ces raisons-là, on va avoir de la traînée. Mais la traînée, même un débutant, il le sent tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'on est en l'air, on sent qu'il faut forcer dans les jambes pour que ça puisse avancer pas très vite. Il n'y a pas ce plaisir de glisse. Donc ça veut dire que c'est pas toujours très facile quand le vent est un peu plus fort parce que ça ne veut pas accélérer. Donc c'est-à-dire qu'on pousse dans les jambes et on se retrouve tout de suite en vitesse de saturation. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas ce plaisir de glisse parce qu'en fait, on fait ces sports-là par passion et que l'addiction, elle se fait notamment grâce à un niveau de glisse élevé. C'est ce sentiment que ça glisse tout seul sur l'eau, qu'on vole sur un tapis volant. Et ça, on va l'avoir moins forcément avec des petits ratios qui traînent toujours de l'eau beaucoup plus. On ne va pas avoir un bon pumping. C'est-à-dire que dès qu'on est un tout petit peu court, la relance au pumping, elle va être relativement limitée avec un petit ratio. Et donc, pour des gens qui ont déjà testé des ratios un peu plus élevés, ils vont tout de suite condamner parce qu'ils disent « mais je suis bloqué, je n'ai pas de relance possible ». Que ce soit en free fly ou même quand on a une aile de wing par exemple dans la main, c'est un peu limite. Le seul moment où par contre ce que je vous dis là a des limites, c'est en kite foil, parce qu'en kite foil, vous voyez bien qu'en fait l'aile tracte fort, donc à la limite on va être moins sensible à tous ces phénomènes de portance, de relance. La relance, on s'en fout, c'est le kite qui relance. La portance, on s'en fout aussi un petit peu parce qu'on a toujours cette traction de l'aile qui, à la sortie de l'eau et en phase d'accélération, ça traque, ça traque, ça traque. Il suffit de mettre de l'opposition et ça accélère. Donc, dans le kite, ce qui va être important, c'est d'adapter la surface de l'aile avant de la front wing à son poids et aux conditions du moment, et puis surtout se démerder pour avoir un truc qui n'est pas de traînée. Parce que dès que le kite se met en traction, ça accélère beaucoup plus que dans les autres sports. Donc on a besoin qu'on n'ait pas la jambe avant qui force avec beaucoup de pression sur la jambe avant, et que ça libère de la glisse, parce qu'il faut bien qu'on puisse accélérer, sinon on se retrouve avec l'aile qui veut arracher, et un truc qui n'avance pas en dessous. Donc entre les deux, c'est les jambes qui forcent. Donc là, il faut peut-être des plus petites surfaces. Le ratio compte moins, on peut rester sur des petits ratios, et par contre, pas de traînée, donc relativement fin. On accepte de ne pas avoir de ratio à la condition qu'on n'ait pas d'épaisseur. Voilà. Ça, c'est vraiment la Bible, ou en tout cas, je dirais, le ratio pour les cons. C'est ce que n'importe quel ingénieur qui développe des foils va vous résumer en 2-2. Mais on le rappelle parce que ce n'est pas si clair pour tout le monde. Et surtout, maintenant, la partie qu'on va aborder est intéressante parce qu'on a beau savoir ça, on est capable de vraiment bien se planter quand même dans le choix de tous les avions qu'on a à disposition quand on ne prend pas en compte le type de pratique, le plan d'eau, le niveau de pratique, le poids du rider, etc. Donc, quand on veut commencer à réfléchir à ce qu'on va faire, déjà on commence par se dire quel sport je fais. Je vous rappelle que la para-wing est un sport qui est en plein essor aussi, gentiment là depuis le début de l'hiver, mais c'est en train de bien venir. Et donc là, clairement, nous-mêmes, il y a encore quelques temps, on se posait quand même plein de questions, mais c'est pas du subfoil downwind, c'est pas de la wing, c'est pas du kite foil. Et vu ce qu'on a à faire comme effort pour monter et pour descendre, qu'est-ce qu'il faut mettre? Donc, on a un peu avancé là-dessus. Donc, pour résumer, on va avoir aujourd'hui, je commence par du plus basique au plus évolué, et on parle du type de pratique. Le plus basique, admettons qu'on parle de ça. Je vous donne une aile là qui a des ratios qui sont faibles, puisque celle-là, elle a un ratio qui fait 6. Aspect ratio de 6, ça veut dire que, je vous rappelle, on a 6 fois plus de span, de longueur, que de largeur. D'accord? Là-dessus, on se rend compte que quoi? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est une aile qui est un peu épaisse quand même,
qui n'est pas très allongée, c'est clairement une aile de débutant, ça. Une 1500 cm² comme ça va convenir à plein de débutants, de plein de gabarits différents pour démarrer le wingfoil. Et oui, parce que, en fait, ça va porter à basse vitesse, ça va être facile à sortir de l'eau, mais ça va être limité dans son évolution, puisque au bout de 10 sorties, ce truc qui va peut-être saturer à autour de 16 nœuds, par exemple, ben, dès qu'on a du vent fort, même si le pratiquant n'a pas un niveau de dingue, il va bien sentir qu'il force, et puis s'il continue de forcer, ben, en fait, il va commencer à buller, il va créer une ventilation, ça va décrocher, il va tomber. Et il va commencer à avoir peur de son foil en disant « ouais, dans le vent fort, ça ne marche plus ». Il aura raison, en fait, parce que ce n'est pas fait ni pour aller vite, ni pour ne pas tirer d'eau. Donc, si on est débutant, ça marche très bien, mais attention, parce qu'on ne va pas le garder pendant 3 ans. Si on est débutant, on va dire, ben, on pourrait aller vers des pelles qui sont un petit peu plus élaborées, comme une 7.6 qui est là. Enfin, quand je dis une 7.6, on va parler de ça, par exemple. Ça, c'est un ratio, c'est la même chose que ça, mais ça, par contre, c'est 8 de ratio. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ben, en fait, une aile comme ça va permettre d'être plus évolutif. C'est un peu plus allongé, donc ça va peut-être partir un poil de cul moins tôt, mais comme on est dans des grandes surfaces, si on la prend en 1500, comme celle-là, on est quand même dans des grosses surfaces, ça marche bien. Mais ce qui va être important, c'est de comprendre que on ne va pas avoir ce problème de saturation à 16 nœuds. On va pouvoir aller peut-être jusqu'à, allez, je vous dirais 20 nœuds pour une, 19-20 nœuds pour une 1500. Ce qui fait que du coup, quand on est à 16-17 nœuds, on est confort au doudou, on sent que ça ne tire pas d'eau. Capacité de gestion, c'est-à-dire le contrôle, il va être encore bon, alors que sur celle d'en dessous, en 6 de ratio, à 16 nœuds, il n'y a plus de contrôle. On sent que ça bouge de partout et que ça commence à être vraiment tendu. Donc, mais attention aussi à ça, parce que ça ne va pas être fait pour tous les débutants, parce qu'il y a une question de prix. Quand on commence à monter sur des ratios un peu élevés, souvent on se met dans des carbones qui vont être plus durs pour la même épaisseur. Parce qu'on est obligé d'aller loin dans l'aile, et en bout d'aile, on est fin. Mais il faut que ça reste rigide. Donc on est sur des carbones qui sont un peu plus chers. Donc toujours une aile comme ça va être plus chère qu'une aile en général qui est destinée à des purs débutants, qui va être en 6 de ratio. Donc à comprendre. Après ça, on va avoir des ailes qui sont un petit peu plus, qui vont être autour de 8 de ratio. 8 de ratio, c'est ça par exemple. 8 de ratio, c'est ce genre d'aile là, chez F1 par exemple une skate. On va avoir ça dans une grande taille. Ça c'est une grande taille, mais c'est 8 de ratio aussi. Chez Duotone. Chez AFS, on a la même enduro là, donc qui va être un petit peu plus élevé, mais on est quand même dans les mêmes, idées. C'est qu'autour de 8 de ratio, on va se retrouver avec quoi? Des ailes qui ont donc en général un bord d'attaque et une épaisseur à 2 cm du bord d'attaque qui est plus limitée. Je vous rappelle que ce qui fait la glisse, c'est le ratio, et ça va être aussi, c'est le deuxième paramètre, c'est là qu'il faut les toucher les ailes pour comprendre, à 2 cm du bord d'attaque ce qu'on a comme épaisseur. Pas là au bord d'attaque, pas seulement là au bord de fuite, ça va faire les vitesses maximum, mais à quel point ça tire de l'eau ou pas, donc à quel point ça glide, c'est l'épaisseur à 2 cm de l'avant de l'aile. Et donc, il faut toujours aller un peu les toucher comme ça pour se rendre compte. Ces ailes-là vont glisser mieux. Là, une skate, par exemple, donc ces ratios de 8, ça va être destiné à quoi? En wing, ça va être pour quelqu'un qui veut absolument avoir, avoir un foil qui reste maniable. Donc, rail to rail, oui, ça marche. Est-ce que ça peut sauter? Oui, ça va sauter quand même, mais je vous dirais, on a un peu oublié ce paramètre-là parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus que peut-être 2% des gens qui font du freestyle en sautant. Donc, ça ne va pas être pour ça qu'on le choisit. On va le choisir parce que vraiment, c'est maniable, même à basse vitesse, et sans chercher à faire vraiment des surfs de 300 mètres. Par contre, quand on est dans le creux, ouais, ça va être capable de chercher du virage court et de relancer très, très facilement. On passe d'un rail à l'autre et on se replace facilement. Il n'y a pas d'inertie. Donc, on va aller chercher ce genre de choses. Ça n'existe pas en général ce genre d'aile là en très grosse taille, parce que dans très grosse taille, aujourd'hui, plus de 1500, c'est que du débutant, donc on va rester sur des petits ratios et du pas cher. Voilà. Ça, donc toutes ces ailes là, on va avoir surtout de la mania,
et on va garder de la glisse. Par contre, en pumping, ça va pas être génial. Mais un gabarit, parce que c'est quand même aussi un ratio seulement de 8, quelqu'un qui va faire 75 kg, s'il prend une 850 et qu'il y a 15 nœuds, il va la sortir parce que, je rappelle, portant sa basse vitesse conservée parce que ratio de 8. Si je vous mets une 850 ou une 880 comme celle-là, avec un gros ratio qui va être autour de 12-13, ça ne va pas être la même à sortir de l'eau. Donc celui qui prend une 800 comme ça, il va dire waouh, faut quand même la sortir, d'accord? Donc ça c'est important. Donc ça c'était les ratios autour de 8. Après, on se retrouve avec les ratios un peu plus élevés. Une Eagle X de F1, ça fait 10, que je ne vous dise pas de conneries. Celle-là, elle fait... Non, on est à 12 de ratio sur l'Eagle X. Donc 12 de ratio, ça commence à être des ailes qu'on peut garder en wingfoil, mais qui ont été aussi développées pour le subfoil. Je rappelle que pour le subfoil, c'est souvent par la discipline subfoil que le ratio extrême en termes de développement vient. Pourquoi? Parce qu'en subfoil, il y a un problème tout de suite de cardio. C'est-à-dire démarrer, oui, c'est un truc, mais c'est un sport un peu exclusif où là, pour le coup, si on est placé et qu'on a la bonne technique, on va réussir à partir sur pas grand-chose dans tous les cas. Mais après cette phase de démarrage et donc de bascule, une fois qu'on a basculé, il faut entretenir ce vol. Et là, on a un problème, c'est que plus on monte en ratio, plus il est nécessaire de garder de la vitesse, mais les bumps ne les donnent pas. Il n'y a pas assez de pente pour prendre de la vitesse. Mais sauf qu'il ne faut pas ralentir, sinon ça recolle immédiatement et on perd toute mania. Donc, dans le subfoil downwind, on dit, bon, quand on a chopé le petit niveau minimum, on met du ratio, mais à la condition, ça permet d'aller loin et de glisser bien et d'aller vraiment, de projeter loin, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'épuiser à vraiment taper, mais on va pouvoir juste mettre des gros coups de projection et rentrer dans les lignes et gérer, en fait, aller chercher que des descentes. Mais il y a une limite à ça, c'est qu'avant d'arriver là-dedans, il faut l'avoir mise à la bonne vitesse. Ça veut dire que faut tout de suite se mettre en action et choper de la vitesse. C'est ce que font ceux qui font du subfoil downwind, mais après, quand on arrive en downwind, en wing, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, c'est pas mal parce qu'on se retrouve à avoir beaucoup de portance au surf parce qu'on se rend compte que c'est pareil, cette discipline, elle évolue. Ce que je vous dis aujourd'hui en 2025, c'est pas vrai en 2023. En 2023, on surfouillait et on aimait bien trouver une vague et surfer des vagues. Là, on voit bien que les gens vont plus loin au large pour revenir en downwind et surfer longtemps. Donc, celui qui tartine à 300 mètres du bord sur une vague qui est une vague de sable ou une vague de riff, mais qui va déferler par le haut, on voit de la mousse. Il va préférer une skate parce que lui, il va être court et il va être très agressif là-dedans. Mais celui qu'on voit plutôt à 800 mètres de la plage ou à 2 km de la plage et qui va essayer de revenir vers la plage, lui, il va dire « j'accepte d'être un peu moins manœuvrant, mais je veux du ratio parce que je veux pouvoir descendre sur 2 bornes sans arriver cramé à la plage. Et je vais faire 8 fois l'aller-retour en 1 heure. » Donc, lui, il va aller chercher du ratio. Et au lieu de chercher une skate, il va aller chercher une Eagle X ou chez du Houghton une Hyperglide ou chez AFS une Enduro. Chez AFS, une Enduro, ça fait à peu près ces ratios-là. Mais on voit bien que chez AFS, avant, il y avait des purs, il y avait des silk. Une silk, ça faisait 8 de ratio. Ça se vend moins parce que, oui, ok, c'est maniable. C'est maniable, mais derrière, pour entretenir 300 mètres de surf, il ne faut pas oublier de taper dans le cardio. Et ça, du coup, on voit bien que les enduros, elles ont pris le pas. Et c'est pas pour rien, c'est pas parce que c'est la nouvelle aile, c'est parce que ça permet à tout le monde de faire des surfs hyper longs et de rester dans la vague, dans l'énergie de la vague, sans se servir de la wing. On y est aussi là-dedans. Après, est-ce qu'il y a une limite? Parce que vous me dites, alors le ratio c'est formidable, on en met partout. Ben non, parce que là on est par exemple sur 16 de ratio sur la Momentum de chez F1. Chez AFS, ils sont en train de faire en fait, dans toutes les marques, ils sont en train de sortir des ailes qui sont autour de ces ratios-là. Alors, c'est né d'où? C'est encore né du subfoil downwind, donc super. Les déchirators qui font 50 bornes à la Molokai, d'île à île à Hawaï, et qui ont des houles rapides et pentues, pour eux, en fait, c'est facile. Il n'y a pas besoin d'entretenir de la vitesse, c'est déjà pentu, donc ça va très vite. Donc ces ailes-là à très haut ratio sont hyper à l'aise quand il y a de la vitesse. Ça fait que accélérer, ça a une grosse vitesse max, ça plane longtemps, c'est exactement ce qu'on veut en subfoil downwind. Ah oui, mais à la Molokai. Parce que nous, pour les avoir essayés en subfoil sur des downwind de 10 bornes ici,
quand c'est comme ça, ou que c'est comme ça, mais des toboggans assez plats avec peu de pente, il faut vraiment là avoir des trajectoires très étudiées pour garder de la pente, parce que ça ne supporte pas d'arriver à des basses vitesses. Dès qu'on commence à ralentir, l'aile, elle perd toute maniabilité, donc on n'arrive plus à aller chercher les pentes sur les côtés, et elle devient volage. Donc on ne veut pas passer en basse vitesse. Qu'est-ce qu'on fait? On tape dedans. Eh oui, mais on tape dedans, mais le cardio, il y a un moment, il explose. Bon, donc voilà, c'est la limite. Et donc, en wing, est-ce que les très grands ratios, c'est bien? Oui, ça peut être sympa, mais attention, mania un peu moins bonne. Et ça, en wing, c'est un peu dommage. Et puis, est-ce qu'en wing, on a besoin de conserver autant de planée et de vitesse? En wing, en fait, on s'en fout un peu éventuellement de repasser, de retoucher parce que on n'a pas réussi à entretenir la bonne vitesse. Ce qu'on veut, c'est dans les bonnes pentes, avoir la bonne manière et se marrer. Parce que c'est vrai que si on retouche au bout de 100 mètres, c'est pas dramatique. On reprend la wing de coup de pumping grâce à la wing et c'est reparti. C'est pas la même chose en subfold on wing parce que là, il faut faire de nouveau un démarrage à la rame, retrouver le bump, le placement. Un peu plus chiant. Donc, c'est pour ça qu'on voit un peu plus de gens utiliser des très hauts ratios comme ça en subfold on wind, notamment pour les conditions un peu musclées, et pas encore beaucoup en wing. Même si, je vous dis, c'est une expérience géniale parce que nous, on l'a fait là quand il y avait des pentes un peu sympas. Bah, ce qui est quand même dingue, hein, c'est que quand il y a des pentes un peu sympas, même en wing, alors qu'on tire de l'air avec la wing, on arrive à faire des descentes de 2 bornes. Certes, hein, pas en mettant des turns dans tous les sens, mais juste comme en subfold on wind, en cherchant des descentes, mais on débraye, on n'y touche plus pendant 2 bornes. Donc c'est une belle expérience, mais il faut bien savoir qu'on renonce du coup au fait d'aller être très maniable dès que ça creuse un peu. C'est pas pour utiliser au même endroit sur le même plan d'eau. Les petits ratios, c'est à 300 mètres de la plage, et ça, c'est à 2 bornes de la plage. Okay. Petite parenthèse pour la para-wing. La para-wing, en fait, on est bien d'accord que tout le monde ne fait pas de la para-wing, mais je vous en parle parce qu'il y en a qui démarrent. Et là, pour le coup, nous-mêmes, on en a fait l'expérience et on n'était pas tous d'accord là-dessus. On a mis des gens de tous les niveaux, dans pas mal de conditions différentes, tous les poids, et là-dessus, c'est un peu différent. Para-wing, on n'a pas ce problème de ventousage parce que quand on part, c'est qu'il y a le vent qui permet avec la para-wing de s'extraire. Donc, est-ce que c'est grave de recoller, de toucher et devoir se relancer? Ben, pas autant qu'en subfold on wind à la rame. Ok. Donc, on va accepter peut-être d'avoir une aile qui est plus joueuse, donc un peu plus compacte, plus joueuse pour mettre des turns plus forts façon surf et pas forcément d'avoir un plané illimité. Donc, on a du mal, nous, aujourd'hui, mais c'est parce que peut-être on n'a pas encore le bon niveau, mais avoir 16 de ratio en para-wing, c'est bien si on accompagne les copains en subfold on wind et qu'on fait 15 bornes. Et c'est vrai que là, on range le truc dans la poche kangourou du sac, on n'y retouche plus, main derrière le dos et c'est parti, boum, on est bien. Mais on aura quand même un peu moins de mania et ça va pas être très drôle. On voit bien qu'avec un petit peu d'expérience, je vous rappelle qu'on ne fait pas de la para-wing depuis 3 ans, mais depuis quelques mois seulement, ce qu'on aime bien, c'est d'avoir en para-wing plutôt une planche qui fasse 6, 6-2, 6-5, mais peut-être pas une 8 pieds comme en subfold on wind. On aime bien avoir un foil en taille, en surface un peu plus petit. Moi, je vous dirais que souvent, en para-wing, c'est entre 800 et 1100, quoi, à peu près, hein, les tailles qui sont utilisées pour les gens qui ont un tout petit peu démarré. C'est-à-dire ils sont capables de voler dans tous les sens, faire des petites descentes sur 500 mètres et puis réouvrir l'aile une fois de temps en temps. Bon, ouais, on aime, parce qu'on a une planche plus petite, avoir un foil qui tourne bien pour être vraiment en condition surf, vraiment aller attaquer comme au surf. Et ça, c'est jouissif, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on ne va pas le faire ni avec une planche de 8 pieds et demi, ni avec un foil qui fait 1,25 m de span. Donc, c'est pas que ça marche pas, mais parce qu'on privilégie le côté joueur, souvent on va chercher des ratios plutôt comme ça, entre 8 et 12. Voilà. Pour la para-wing, c'est ce qu'on observe nous. Et ça, je vous dis ça parce qu'on est fin mars. Mais je vais peut-être venir en juillet en disant tout le monde a progressé et ça a un peu évolué. Mais à l'heure actuelle, c'est un peu plus comme ça. Après, petit ratio, alors là, non, parce que, ça porte pas, donc
ça ne permet pas d'avoir assez de temps en surf, de ranger l'aile et d'être vraiment libre. Et le deuxième truc, c'est que comme on prend quand même des descentes, de temps en temps, il y a un creux, il y a une vague, ça accélère. Il ne faut pas, à un moment, qu'on se retrouve en vitesse de saturation en descente de vague, avec la jambe qui explose et le foil qui sort de l'eau avec la grosse tôle à la clé. Donc, ce qui est sûr, c'est que petit ratio, para-wing, personne. On est aujourd'hui sur les ratios intermédiaires, je dis 8 à 12. Voilà. Est-ce qu'on a oublié, Jérôme, de parler d'autre chose? Ouais, moi je voudrais qu'on en profite parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir et ils font leur choix de foil Ouais, uniquement en nous parlant de la taille en centimètres carrés du foil. eh oui. Est-ce que tu peux nous montrer un 1500 avec un petit ratio Ouais. à côté d'un 900 avec un très gros ratio? Ah, c'est intéressant ça. Ça permet aux gens de comprendre que la taille seulement en centimètres carrés ça suffit pas. Alors ça, regarde, je te montre un 900. Attention, Roger, tu es mort. Voilà, alors tu as raison, c'est très intéressant. Ça, c'est 1500. Voilà. Et ça, c'est 916. Là, on est quand même dans des... enfin, avec deux produits qui n'ont vraiment rien à voir. Mais il y a une correspondance. On voit que comme dans beaucoup de choses, c'est pas la taille qui compte. Quand tu dis beaucoup de choses, je vois pas. Bon, on verra après. Alors, dans l'idée, en effet, tu as raison de mentionner ça parce que on a essayé de se dire, enfin, à l'essai, on a vu quand même que quand on faisait un choix de ratio pour une utilisation particulière, on dit ouais mais attends, un truc comme ça, sans l'avoir essayé, un truc comme ça là, ça correspond à quoi en termes de taille? Alors là, je vais vous faire des réponses qui ne sont pas que les miennes, parce que Jérôme et moi, on a essayé plein de trucs, mais on a demandé quand même aussi à des mecs bien meilleurs que nous, vraiment des pros qui font que ça à Hawaï, de développer du haut ratio et qui tournent sévèrement avec, et aussi des gens qui sont en début d'activité sur des nouveaux supports tels que Subfold Onwin ou Parawing, et qui nous donnent un peu leurs sensations. Alors, très clairement, un 16 de ratio, un 500, on pense que ça équivaut à la taille d'au-dessus quand on est sur un ratio de 12. Un 516 comme ça, en ratio de 16, on va dire que ça équivaut à un 600 en 12 de ratio. Mais donc, un 700 en 8 de ratio, puis donc peut-être un 800 en 6 de ratio. Mais ça veut dire que là, ça c'est un 916. Ben, je vous laisse faire le truc. 916, 16 de ratio, c'est du 1000 en Eagle X, 12 de ratio. Ça va être, pour un ratio de 8 tel que le skate, ben, un 1150. Et pour un truc tel qu'un fantôme derrière FCT chez F1, mais c'est la même chose dans toutes les autres marques, ça va faire un 1250. Vous voyez? C'est ça qui est important. Si tu les mets l'un en dessous de l'autre, comme ça, Alors là, c'est manifeste. Regarde la corde. voilà, ce qu'on peut juste dire, c'est que il y a un 1500 et un 900 autour. On va finalement avoir avec deux tailles très différentes, à peu près les mêmes portances, mais pas aux mêmes vitesses et pas avec le même comportement. Ouais, voilà, bien sûr. Donc, c'est pour ça que là-dessus, on peut un peu vous aider, parce que vous voyez bien que si je voulais vous donner une réponse d'ingénieur, je vous enverrais une matrice avec. Il y aurait quand même pas mal d'entrées. Il n'y aurait pas juste le ratio et l'utilisation, parce que je dois rajouter des entrées supplémentaires qui vont être le plan d'eau, votre niveau, votre poids. Putain, on n'en sort jamais en fait. C'est pour ça que c'est un peu fin. Et là-dessus, pour tout vous dire, les ingénieurs, ils font des cahiers des charges parce qu'on leur demande de sortir du produit qui correspondent à des pratiques, à des poids, etc. Mais de façon, ça travaille de façon empirique sur des bécanes, avec, un peu comme dans l'aviation, hein, avec des contraintes. Sauf que le malheur de tout ça, c'est que le ressenti final, une fois qu'on essaye tous les protos, il n'est pas toujours en adéquation avec ce qui était escompté, parce qu'on se rend compte que c'est le bonhomme qui a des failles. Le bonhomme a des failles dans sa proprioception, dans son niveau de gainage, dans l'appréciation de ce que renvoie le foil en termes de sensation. Et quel que soit le niveau, du coup, ça ne marche pas toujours. Et parce que si on devait faire les trucs les plus efficaces du monde, pour les mecs les meilleurs du monde, on le ferait, mais ils ne l'utiliseraient qu'à 60% de son potentiel, parce qu'on n'oublie pas que le mât qu'il y a entre le bateau et le vent, c'est le corps, c'est ça qui fait mât. C'est le bide, c'est le niveau de gainage qu'on a.
Et on est toujours mécaniquement en foil, on est en déséquilibre permanent. Et donc, en fait, c'est pas aussi simple que d'avoir un truc tout raide, on mettrait une barre d'acier à la place de notre body. Ce serait facile de concevoir le foil le meilleur de la Terre pour plein de monde. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, eh ben souvent, c'est une histoire de compromis. C'est-à-dire que c'est une histoire de quel est le foil qu'on va sortir pour tel type de pratique qui va permettre d'être exploité à 95% de sa perf maximum par un nombre de pratiquants élevé. Et c'est là que ça devient difficile. Voilà, donc c'est pour ça que ça travaille plus dans notre domaine en dichotomie, c'est-à-dire en travaillant plein de protos, puis on en met un peu plus, un peu moins, ah non, pas assez. Bon, alors un petit peu plus, puis alors une fois qu'on a trouvé le bon truc, on remet un peu de mayonnaise en disant oui, mais alors un peu moins épais, et puis on change le stab pour dire ouais, on va avoir un plan des porteurs qui va permettre de contrer ce phénomène. Et à la fin, en essayant tout ça pendant des heures et des heures de test, avec plein de gabarits différents, de niveaux différents, on va trouver des compromis qui vont pouvoir satisfaire plein de gens. Et là, on dit, putain, ce foil, il marche. Non, c'est pas qu'il marche mieux que les autres, c'est que vous arrivez à le faire marcher quasi à 100% de ce qui peut cracher. Et c'est là que c'est intéressant. Voilà. C'est ça le boulot de développement aujourd'hui des marques qui mettent quand même des montants colossaux dans le fait de faire des moules pour produire des ailes qui vont permettre de les essayer, puis toujours de les upgrader, parce que la pratique change, donc il faut s'adapter. Et c'est pour ça que tous les ans, on fait des tutos et qu'on essaye de vous remettre un peu au parfum parce que d'une année sur l'autre, il y a des solutions nouvelles qui sont proposées pour ce que vous faites et qui correspond à votre nouveau niveau de pratique. Voilà. Pour tout dire, une fois qu'on a dit ça, le mieux quand même, c'est si vous avez un doute fort, appelez-nous sur la ligne du shop au 04 94 21 97 57, Jérôme et moi. Je vous rappelle, mon prénom c'est Hubert. Jérôme est avec moi et on a quand même ici 14 moniteurs et entraîneurs avec nous dans l'école de kite qui nous aident et qui sauront répondre aussi à vos questions. Mais on vous évitera de faire des grosses erreurs. C'est-à-dire que si vous hésitez entre 12 foils, on va vous dire non mais avec tout ce que tu m'as dit, mais il faut qu'on vous ait au téléphone hein, parce que ce n'est pas 2 questions, il faut qu'on en sache plus. On va te dire à la fin, écoute, tu vas peut-être avoir le choix entre ça et dans les 2 cas, tu ne seras pas déçu, tu ne fais pas d'erreur. Tu n'as plus qu'à choisir, sachant qu'on va dire bah, celui-là, il fait un tout petit peu plus ça et celui-là, tout petit peu plus ça. Et là, tu choisis, mais tu ne te trompes pas. Pour ceux qui sont dans le coin, mieux que ça, tout ce dont on vous parle ici, que ce soit chez AFS, chez Duotone ou chez F1, on ne voit pas le stand AFS, qu'il est caché, il est derrière, mais on a tous les enduros, les silks qui sont derrière. On vous fait essayer. Et pour ceux qui sont dans le coin, il n'y a rien de mieux qu'essayer. Parce que là, on ne vous parle pas d'abord. Vous nous dites pour quel type de pratique c'est fait. On se parle 2 minutes, on vous fait partir avec 3 avions et on se parle et on vous dit rien de plus. Et c'est au retour de l'eau que de vous-même, vous allez avoir senti tellement de choses que finalement, il va y avoir juste besoin de confirmer ce que vous avez senti, mais c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile parce que vous validez de vous-même et c'est beaucoup plus parlant que quelques mots. Voilà. On vous attend au shop quand vous voulez, au téléphone quand vous voulez et on se revoit, je crois, dans quelques temps pour un tuto qui va être la même chose que ça, mais qui va parler des boards, de toutes les nouvelles boards 2025, parce que de la même façon que les foils, là arrivent beaucoup de planches qui ont toutes pris la même tendance, beaucoup plus tendues, plus allongées, plus étroites, même pour des débutants, parce qu'on va voir que ça apporte quand même beaucoup de choses et qu'on renonce à pas grand-chose. Donc ce sera notre prochain tuto d'ici 4 semaines, c'est-à-dire fin avril. Bonne semaine à tous, n'hésitez pas à nous joindre si besoin. À bientôt, ciao.